vérité est bonne à dire. Je suis très heureux de vous retrouver encore ces jours dans le cadre de votre magazine que vous avez pris l'habitude de suivre sur la RTGA, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Nous revenons aujourd'hui avec un invité. Il est député national, élu des Mahagi dans la province de l'Ituri. Il va nous dire aujourd'hui des vérités sur quelque chose qui se passe dans cette partie du pays. Il est élu du peuple, il a été à la rencontre du peuple, il a vécu les réalités qui se passent sur place. On va en parler en toute vérité avec lui aujourd'hui. Samy Adoubango, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Acceptez-vous de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Raison pour laquelle je suis devant vous, parce que d'abord, le titulaire de votre émission m'a beaucoup plu. Alors il fallait que je vienne et puis s'il faut qu'on échange en franc-parler, on va le faire. Voilà. Alors, vous revenez de votre fief, de votre base électorale. Vous avez vécu des choses sur place, sur le plan sécuritaire. Apparemment, il y a quelque chose qui n'allait pas sur place. On ne sait pas si la solution a déjà été trouvée, mais on va le savoir avec nous, avec vous. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui s'est passé réellement à Mahagi? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, d'abord, d'une façon générale, vous connaissez très bien ce qui se passe en Ituri. Donc, la province de l'Ituri, pendant un certain temps, est dans une situation de guerre. Et puis, c'est une guerre qui, en temps de reprise, on l'a dénoncée ici, qui ne semble pas se terminer. Le chef de l'État fait pas, il est allé même sur terrain au mois de juillet, il est revenu et puis ça continue. Ce qui était un peu particulier lors de mes vacances parlementaires, il s'est créé, moi je dirais encore un conflit entre, je dirais, une chefferie, maintenant cette fois ici en territoire de Mahagi, qu'on appelle la chefferie de Walendouati, avec le groupement Angalde. Un groupement qui vient se plater dans une chefferie, donc un groupement qui vient de se plater à côté de cette chefferie-là de Walendouati. Logiquement, c'est un des groupements de la chefferie d'Angal. Alors, ce groupement-là, on l'appelle groupement d'Angal 2. Ils sont dans leur terrain, dans leur groupement, mais un groupement voisin à Walendouati. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu des victimes dans ces conflits? Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Vous avez été sur place, vous avez apparemment écouté les parties en conflit. Oui. Qu'est-ce qui a d'abord été à la base de ces conflits? Oui, d'abord, comme tout le monde, on a été informé pendant que moi j'étais encore ici à Kinshasa qu'il y a des tueries entre la population. Alors, au fur et à mesure, les histoires évoluaient. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse une descente express. Pendant que je me préparais aussi d'y aller, alors j'ai anticipé un peu ma descente de mes vacances parlementaires. Arrivé sur terrain, après avoir pris langue avec les deux parties, on se rend compte que c'est un problème lié au conflit de terre. Un conflit foncier? Oui, au conflit foncier qu'on devrait dorénavant facilement gérer. Mais dommage, ce n'était pas bien géré. Et par les administratifs locaux, et là je vois les chefs de groupement et d'autres leaders, et aussi par, je dirais, l'administration territoriale. Parce que pendant que j'étais en plein dialogue avec la population, ça revenait dans leur bouche, on ne faisait qu'accuser l'administration territoriale, et pas l'administrateur présent, parce qu'il y a eu le premier administrateur qui est parti, l'actuel n'a pas fait plus de temps. C'est celui qui est parti, que non, il y avait de tels problèmes, mais de temps à autre, opposer cette situation à nos leaders, à la hiérarchie, mais la hiérarchie ne semblait pas donner solution. C'est comme ça que nous nous sommes rendus compte que trop c'est trop, et nous avons pu prendre les armes et entrer dans la brousse maintenant
contre nos propres frères. Voilà, avant qu'on en vienne à le fait de prendre les armes, mais dites-nous d'abord comment ça se fait qu'un groupement puisse venir s'installer à côté de notre groupement. Les mouvements, ça s'est fait souvent comme ça, vous quittez un lieu, vous allez ailleurs, comment ça se fait? Oui, c'est une longue histoire. Je pense que ça demande encore pour beaucoup plus de détails, avec beaucoup de précisions pour que je ne mate pas. Il fallait encore avoir une idée historique sur ça. Mais ce qui est vrai, c'est un des groupements de la chefferie d'Angal qui a quitté, qui traverse presque 2 ou 3 chefferies, aller se planter encore dans un autre milieu. Bon, on suppose que aussi c'est dans leur milieu respectif. Mais il s'est posé des petits problèmes en étant dans leur milieu respectif. Il y a eu aussi certaines personnes qui négociaient maintenant des terres dans l'autre chefferie, chez telle ou telle autre personne. Malheureusement, parfois, une négociation dans le formel, ça mène à ce que cela amène, mais non, pas très bien géré par par les leaders locaux. Oui. Ouais. Alors, quand on en arrive à prendre les armes, est-ce que dans cette partie du pays, dans la province de l'Ituri, si on doit descendre à Mahagi, il est facile pour les gens de se procurer des armes comme ça, dans un conflit comme ça, directement, ça devient un conflit armé, entre guillemets. Oui, bon, ce qui s'est passé chez nous là, c'est un peu différent à ce qui se passe en Djougou. En Djougou, ce sont nos propres frères, moi je dirais instrumentalisés, parce qu'ils utilisent des armes à feu. Mais tandis que ce qui s'est passé là entre Walendouati et Angalde, nos frères de Walendouati ont pris les armes blanches. Flèches, lances, machettes, mais qui peuvent couteaux. Tuer? Non, on a eu 6 victimes. 6 victimes de la partie adverse. Donc du côté Angalde et aussi une partie de nos frères de Djoukot. Ils sont morts. Il y a beaucoup de blessés, dont moi-même j'ai pris leur soin en charge. Et il y a eu beaucoup de déplacés de guerre. Alors, comme ma propre chefferie, elle est une chefferie voisine à Angalde et à Walendouati, et toute la population s'est déversée maintenant dans ma chefferie des Alour d'Ouganda. Je remercie le chef de Falaise qui a Songade, qui est mon propre chef, qui a pris vraiment soin de sécuriser d'abord la population et aussi demander à sa population d'être en paix avec leurs propres frères qui ont quitté de l'autre côté et descendre dans sa chefferie respective. Sami Adoubango, élu député national, Alliance pour l'avenir, Congrès national congolais, vous êtes arrivé sur place. Dites-nous maintenant, quelles sont les démarches exactes que vous avez entreprises? Vous êtes resté à un endroit, vous invitez les gens à venir pour que vous les écoutiez, ou vous avez fait vraiment une démarche en allant vers ceux qui étaient en conflit, vers ceux qui étaient en déplacement? Oui, là c'était... Moi, je vous dirais, je suis d'abord un élu du peuple. Je suis député national avec précision. J'étais élu en territoire de Mahagi, à province de l'Ituri. Quand un député, un représentant du peuple parle et que la population vous écoute, ça témoigne votre, je dirais, votre légitimité en tant qu'un élu le plus aimé. Et c'est ainsi que quand j'ai appris ça, il n'y avait aucune intervention, à part seulement l'armée, FRDC. J'ai pris l'initiative de vite descendre. Avant d'arriver chez moi dans ma chefferie respective, je dois passer par le territoire de Mag, le siège, et de là, je descends à Walendouat. Et de Walendouat maintenant, il faut descendre à Djarasiga, le siège de ma chefferie. Et là, j'ai élu domicile pendant 2 nuits. J'ai passé 2 nuits là où il n'y avait personne. Le centre de négoce était séché parce que c'est apparemment, je dirais, c'est cette même population qui a fait recul dans la brousse et prendre les armes. Alors, il ne devrait pas se retrouver encore dans un centre de négoce qui est aussi c'était vide pratiquement. Vide, à part les oiseaux et les militaires. C'est ainsi que j'ai passé la première nuit en apprenant que je suis arrivé et la population commençait à sortir.
Mais en dehors de nos frères, entre guillemets, les miliciens, je dirais, parce qu'ils avaient pris donc les rebelles. Oui. Ils se sont rebellés, n'est-ce pas, quitter leurs milieux respectifs, aller dans la brousse, ils se sont rebellés pour une cause quelconque. Alors, quand j'ai échangé avec la population civile était claire, elle a essayé de dénoncer ce qui a fait que nos frères propres prennent les armes. Et j'ai eu le temps, dans la soirée, aller maintenant vers la population victime. À ce moment-là, je me suis rencontré avec les hommes, parce que les hommes peuvent supporter, mais les femmes, les enfants et puis leurs biens étaient déjà partis vers là où ils peuvent avoir la paix. Oui. Quand j'étais avec la population, dont leurs propres frères ont pris les armes, et tout a été dit. Et j'avais déjà les éléments importants qui pourront permettre à ce que je puisse maintenant entamer les dialogues de l'autre côté. Aussitôt terminé, je rentre la même nuit, je reçois le coup de fil de la part de nos frères qui se sont rebellés. Dans la brousse à plus de 5 km. Les miliciens? Oui, entre guillemets, je ne dirais pas si ce sont les miliciens. Moi, j'aurais bien voulu qu'on parle à terme des rebelles parce que c'est quelqu'un qui s'est rebellé contre une situation quelconque qui revendique son droit ou ses droits. Quand j'en ai appris, ils demandaient, ils disent non, nous sommes au courant que vous êtes arrivés, merci, nous sommes prêts à déposer les armes en une seule condition, que tu viennes vers nous. Alors là, il fallait que je prenne des dispositions, voir dans quel contexte je peux aller là-bas, étant donné qu'ils venaient à peine aussi de s'affronter avec les FARDC, nos militaires loyaux. J'ai pris langue avec le numéro 1 de FARDC, le colonel Darius, son adjoint. Ils étaient tout à fait d'accord. Il fallait maintenant que je descende dans la brousse et faire voir à mes frères, ils doivent déposer les armes blanches et rentrer vers la ville ou vers le centre. Et il n'y aura rien, parce qu'après les affrontements, c'est sûr et certain. Quand les militaires les verront rentrer, ils peuvent, comme revanche... Il fallait qu'ils aient des assurances. Voilà. Et chose faite, j'étais obligé d'aller à 5 km. Je les ai effectivement trouvés. Je leur ai posé la question. Ils ont dit tout ce qu'ils peuvent me dire. Avant que vous ne poursuiviez, quand vous êtes parti à leur rencontre, vous avez été accompagné par la police ou les FARDC pour votre sécurité ou comment ça s'est passé? Non, ils ne devraient pas tolérer la présence des FARDC. Donc vous êtes même parti la seul avec de la police. Moi, je suis allé seul avec mes plus proches d'eux et puis les chefs de groupement. On est allé là-bas. Vous n'avez pas un peu peur d'y aller comme ça? Non, parce que c'est là que se sont rebelles, sont nos frères. Et ils m'ont élu. Et j'avais la facilité d'aller vers eux. Et surtout que j'étais le premier à emboîter les pas. Parce que pour eux, on les a sacrifiés à la merci de l'armée congolaise. Et ils ne devraient rien faire. Alors, arrivé là-bas, on a échangé. Effectivement, ils ont accumulé leurs armes blanches et on a pu incendier. Après, il fallait maintenant entamer le processus de retour. Donc, ils ont accepté de prendre toutes les armes blanches qu'ils avaient constituées, de les détruire, de les détruire et de les laisser. À titre de reconnaissance, d'abord à titre de signal fort, ils m'ont d'abord envoyé une poule. Chez nous, quand on vous donne, une fois que tu arrives chez nous et qu'on vous remet une poule blanche, c'est déjà un signe de paix. Donc, je demande la paix entre moi et vous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils l'ont fait 48 heures avant ma descente. Et c'était déjà une porte pour que j'aille facilement et puis que l'histoire devrait facilement avancer. Alors, vous êtes allé, vous avez donc pris langue avec eux? Oui, je suis allé. À un certain temps, la voiture ne devrait pas arriver là où ils sont. Et j'ai garé, puis j'ai fait 2 km à pied. Et on est arrivé là dans la forêt, on a échangé avec eux d'une façon unanime avec leurs dépendants et on devrait maintenant sortir vers le centre des négoces. Vous êtes sorti avec eux? À 5 km, on a fait pied. Arrivé 1 km avant d'arriver au centre des négoces, j'ai fait appel maintenant au commandant des militaires pour que je les prépare psychologiquement et lui aussi qu'il aille préparer les militaires parce que les militaires ils étaient dans leur état, parce qu'ils voulaient coûte que coûte qu'ils continuent avec la guerre. Alors le colonel est arrivé, et puis ce sont les jeunes garçons avec qui le colonel était aussi habitué.
Et leur façon de se rencontrer avec les colonels, ils échangeaient, ils souriaient. Pour moi déjà, ça me donnait un espoir dans tout ce que je faisais. Et j'ai dit, colonel, rentre préparer les éléments des FARDC qui ne tirent pas sur nous. Je viens avec plus de 300 personnes derrière et moi à tête. Quand une fois ils vont oser tirer, ça va remettre à cause tout ce que nous avons entamé comme dialogue pour aboutir à la paix. Et le colonel très gentil, compréhensible, et qui ne voulait pas aussi qu'on continue à massacrer, à tuer nos frères, il rentre, il sensibilise les éléments des FARDC, de se dire que voilà, vos frères avec qui vous êtes affrontés la fois passée, ils sont en route avec l'honorable Sami, ils rentrent dans leurs milieux respectifs et ne tirent même pas un coup de balle. Et chose faite, je suis venu calmement, on a fait une entrée triomphale dans leurs milieux respectifs et c'est comme ça qu'on a directement entamé dans un centre, dans un rond-point. Je dirais c'est le rond-point, je dirais de l'espoir, parce que c'est là où toutes les cérémonies ont eu lieu, avec la présence du serviteur de Dieu, M. l'abbé à Lille, qui est curé d'une paroisse chez nous là-bas, de Louga, il est venu, et puis on a procédé maintenant dans la réconciliation proprement dite. Ça a été facile de réconcilier les deux camps qui hier étaient en conflit. Comment ça s'est passé quand les autres sont sortis du lieu où ils se cachaient à la vue de ceux-là avec qui ils ont été en conflit hier? Comment ça s'est passé? Oui, ce n'était pas facile parce qu'il y avait trois parties, je dirais, en conflit. Oui. Il y a nos frères qui se sont rebellés en prenant les armes contre la partie adverse, contre la partie d'Angalde, et puis les militaires. Il fallait d'abord négocier avec les militaires et nos frères qui se sont rebellés. Ça, c'est la première tranche. La seconde tranche, il fallait maintenant faire voir à nos frères qui se sont rebellés, ils ne doivent pas encore continuer à éliminer leurs propres frères qui sont du groupement d'Angalde. C'est ça ce qui était comme exercice. Et je l'ai fait. Et puis avec nos frères de Walendouati, c'est là qui ont pris les armes et la population d'Angalde qui était victime, ça devrait facilement passer. Parce qu'ils avaient déjà accepté de déposer leurs armes blanches. Et puis déposer les armes blanches déjà un pas vers la paix. Maintenant, ce qui devrait encore créer une distance ou une indifférence, c'est maintenant cette peur dans le chef de la population victime. Et ça ne devrait pas beaucoup prendre du temps, étant donné qu'ils ont évacué la forêt, et là déjà, le terrain était balisé pour que la population victime rentre. Et maintenant, ce qui était un peu très dangereux, c'est comment réconcilier nos frères qui se sont rebellés et l'armée congolaise. Parce qu'ils se sont aussi entretués de part et d'autre. Et maintenant, si l'armée n'accepte pas qu'il y ait cette réconciliation, nos frères qui se sont rebellés vont encore rester dans la brousse, et là, ça remet à cause de tout ce qu'on a entamé comme processus de la paix. Alors, ils arrivent, on le voit sur les images, il y a une sorte de cérémonie qui se passe, chacun des représentants boit un peu d'eau devant M. l'abbé. C'est quoi cette cérémonie? Non, moi je dirais c'était le plan de Dieu, c'était un miracle. Moi j'ai entamé tout ça seul, sans aucune intervention. Mais avant moi, l'évêque de Magnoka, Monseigneur Sosten, il a fait une descente pour aller un peu compatir avec la population victime à Djalasiga, ainsi que lors de son passage, il a fait voir à la population ou à nos frères qui ont pris les armes de ne plus continuer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, quand moi j'ai entamé le processus, j'étais seul, accompagné des commandants et mes proches. Mais à ma grande surprise, pendant que je suis en train de tenir mon discours de paix et de réconciliation, je tourne, je vois l'abbé curé à Lille derrière moi, comme c'est Dieu qui l'a amené. Alors je le vois, aussitôt je termine, je donne directement la parole à lui. Je dis non, voilà, les serviteurs de Dieu derrière nous, à chaque fois, quand il y a de telles histoires, quand nous nous remettons vers Dieu, est la solution facile.
Et nous devons le faire le plus vite que possible. Tant que nous continuons à garder cette haine en nous, et nous les politiques, et là aussi je dois souligner, dans tout ça, si on est arrivé à gagner cette histoire, à gagner, le pari a été gagné parce que les politiques ne se sont pas encore mêlés dedans. Justement parce que dans beaucoup de conflits comme ça, il y a des mains politiques derrière. En tout cas, les politiques itouriens, là je suis formel, ne se sont pas mêlés dedans. Et s'ils osaient s'y mêler, je pense que la tâche me sera aussi difficile. Alors je devrais vite anticiper pour qu'il n'y ait pas alors les pires, les choses qui ont été faites. Voilà. Alors, on est en train d'acheminer vers la fin de ce numéro, mais il y a quelque chose que nous avons appris, après votre passage. Il y a la MONUSCO apparemment qui est également passée là, et après il y a eu une sorte de conférence organisée avec le gouvernement provincial. Est-ce que vous avez été au courant de cela? Parce qu'on ne vous a pas vu dans ces assises-là. Oui, votre émission m'intéresse, son intitulé. D'abord, avant ça, à pleine réconciliation, j'étais accusé, soit disant que c'est Samy qui aurait orchestré tout ce qui se passe là-bas. Comment se fait-il que ces miliciens ou ces rebelles peuvent facilement écouter et accepter ce qu'il dit? Donc lui-même, il est la cause et la solution à ce que lui-même il aurait créé. Cette voie-là, on l'a attendue. Et c'était de la part des politiques véreux, de l'Ituri, qui ne voulaient pas que j'arrive à mon objectif. Malheureusement, ils ont échoué. Alors, une fois je termine, une semaine après, la MONUSCO descend, il fait son état des lieux. Il rentre, il fait son rapport à son niveau. 1 mois, 2 mois après, récemment, le samedi passé, on apprendra que le gouvernement provincial, à tête le gouverneur de Manissa et une équipe de MONUSCO, ils ont fait une descente à Magui pour clôturer, je ne sais pas, une conférence sur la paix entre les Lendu et les Alou. Cela ne m'a pas intéressé. La vérité, elle est bonne à dire. Cela ne m'a pas intéressé. Pas moi seulement, parce que nous, les élus de Magui, presque personne n'était là. Alors ça ne nous a pas intéressé. Comment le gouvernement provincial peut entrevoir une démarche comme ça sans associer les élus? Ah oui, nous devons être francs et puis je vais lui poser cette question. Que ce soit, je dirais, la dernière fois, parce qu'on ne peut pas aller entamer un processus là où il y a les représentants légaux et les représentants politiques de 5 coins ne soient pas dedans. Ne soient pas dedans, ça ne peut pas aller. Avec tout ce que je viens de vous expliquer, je n'avais vu personne à côté de moi pour qu'on arrive à ce qu'on a eu comme solution. Et puis ce n'est pas tout. Parce que jusque-là, je me demande, je me bats pour avoir les différentes résolutions prises dans les assises. Au cas où il n'y aura aucune de ces résolutions qui pourra donner solution à tout ce qu'on a eu comme problème, que ces rebelles ou nos frères là qui ont pris les armes ont dit voilà, nous avons pris les armes blanches contre nos frères à cause de ça remettra à cause de ce qu'ils ont fait. On peut se demander, parce que l'histoire, on ne la change jamais, vous avez été candidat gouverneur, vous avez été l'adversaire de l'actuel gouverneur, il a fallu juste quelques voix pour que vous passiez, mais est-ce que jusqu'à aujourd'hui, peut-être que dans la tête du gouverneur, il vous considère toujours comme son adversaire? Ah, là c'est son problème, mais moi, souvent dans les dossiers de l'Ituri avec le gouverneur actuel, je suis toujours mal positionné. Quand je prends position, on croit que je suis en train de les combattre. Mais une chose que vous devez retenir, pour que le gouverneur Bamanyisa soit investi d'abord par le chef de l'État, c'est moi et mon président Pius. Le dossier était au Conseil d'État. Vous connaissez dans quelles circonstances les élections ont eu lieu en Ituri. Je ne peux pas entrer dans les détails, sinon ça fait mal. Mais c'est passé. Le dossier était au niveau du Conseil d'État. Mais les gens n'ont pas compris comment Bamanyisa a été investi. C'est sur notre demande. On a retiré la requête au niveau du Conseil d'État pour qu'il soit investi. Donc vous n'avez plus aucun problème contre lui? Je suis député national. Je prends la préséance sur le gouverneur. Je n'ai même pas envié ce poste.
je n'ai pas envié. Il doit me respecter. Quand une fois il prend des actions dans sa province et que je me prononce, je ne me prononce pas comme son adversaire, mais comme un élu et représentant. Et puis, pour qu'il soit là, ce n'est pas moi qui l'ai élu, ce sont les députés provinciaux. Il y a un écart. Je prends la préséance, s'il vous plaît, à chaque fois qu'ils prennent des histoires qui engagent la population, ils doivent coopérer, collaborer. Il peut être mon aîné, je le respecte, mais sur le plan politique, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. J'étais vice-ministre national à la vice-primature de ce pays. Je viens d'avoir la chance d'être élu député, proprement élu, ça je l'ai dit. Et puis j'ai eu la chance d'être investi par l'autorité morale du FCC comme candidat à Ituri. Malheureusement, que ce soit dans ma famille politique, plateforme du FCC, que ce soit de l'autre côté, ils n'ont pas voulu que je puisse gagner ce poste. Et c'est fini. Maintenant, c'est la paix. On avance pour le développement de l'Ituri. Voilà, on va peut-être terminer bientôt, mais ces genres de conflits dans la province de l'Ituri et de manière générale, parce qu'il faut le dire, la province de l'Ituri est parmi les provinces qui sont encore secouées par des conflits. C'est une province où il faut que la paix puisse être instaurée de manière définitive. Ouais. Mais vous, en tant qu'élu du peuple, vous connaissez très bien cette province. Quelle serait finalement la solution pour pacifier totalement la province de l'Ituri? La volonté politique, à commencer par nous-mêmes les fils de l'Ituri. Dans la plupart des cas, ces ennemis passent par chez nous, par nous les fils de l'Ituri, et maintenant ils en profitent pour arriver à tout ce que nous sommes en train de connaître. Logiquement, il n'y a pas de conflit interethnique en Ituri. Les gens sont en train de nous créer ces histoires de leur propre volonté, mais malheureusement, parmi nous, il y a de ceux-là qui tombent dedans. C'est une erreur grossière que nous ne pouvons pas encore accepter. Parce que nous avons connu des problèmes de guerre en 2001, 2005 en Ituri, qui a même touché certains de nos frères. Je cite Thomas Lubanga, qui pourra peut-être bientôt sortir. Il a passé tout son temps dans la prison, en prison. Le premier à inaugurer même la CPI. Donc les Ituriens ont une histoire, l'Itourie a une histoire dans ces pays, au monde, par rapport à la CPI. Thomas Lubanga, tout ce qu'on a dit de lui, une bonne partie, ce n'était pas vrai. Ces garçons étaient là pour la paix en Ituri, mais malheureusement, les gens de mauvaise foi ont amené à ce qu'il a subi ce qu'il a subi. C'était un leader qui pourra nous aider. Et voilà encore, on tombe dans les histoires de Codeco, nous risquerons encore de tomber dans la première erreur, comme si nous n'avons pas tiré des leçons, nous les Ituriens. En plus de ça, la communauté internationale aussi, d'où viennent ces armes? Moi, j'ai été toujours formel et j'ai toujours posé la question. Un jour, je l'ai même posé à la MONUSCO. Est-ce que vous pouvez nous aider, de nous orienter d'où viennent les armes que nous, les Ituriens, nous prenons et pour que nous commencions à nous éliminer entre nous? Parce qu'en Ituri, il n'y a pas une usine des armes. Voilà, je viens de vous raconter ce qui s'est passé entre Walendu et Angalde. Ils ont pris les armes blanches. À part les 3 armes à feu qu'ils ont arrachées aux mains des policiers qu'ils ont abattus, ils les ont remis. Les 3 armes là, je les ai suppliés, mes frères, remettez les armes sur les armes de l'État congolais. Et ils les ont remis. Mais ils ont tué leurs frères là, les 6 victimes, avec les armes blanches. Donc en Ituri, il n'y a pas une usine des armes. D'où viennent ces armes-là? Nous sommes des politiques, que aussi la communauté internationale nous aide. Pourquoi la communauté internationale doit être muette par rapport à ce qui se passe en Ituri? Nous saluons quand même la bonne volonté du chef de l'État, il se bat, nos militaires sont là-bas, le chef d'état-major général qui était, le ministre de Défense récemment, il venait de là. Et à passage, je salue aussi la présidente de l'Assemblée nationale qui était aussi là-bas. Je pense que cette multiplication de visites politiques de personnages importants de ces pays, d'une manière ou d'une autre, montre l'attachement
ou la tension de la, je dirais, de la communauté nationale, donc de la République démocratique du Congo, pour qu'il y ait la paix en Ituri. On voudrait avoir peut-être une dernière précision auprès de vous. On a appris il y a 2-3 jours qu'il y aurait eu des morts, un affrontement. Est-ce que c'était vraiment du côté de l'Ituri ou c'était du côté de l'Ouganda? Il y a quelque chose qu'on a appris dernièrement. Oui, ça c'est à la frontière. Il y a un district de l'Ouganda qu'on appelle Zombo. Et de l'autre côté, nous avons directement la province de l'Ituri. Chez eux, en Ouganda, district représente la province. Et chez nous, c'est la province de l'Ituri. Mais Zombo partage la frontière avec mon propre territoire de Magui. Alors c'est ainsi que quand une fois ils étaient secoués de l'autre côté, automatiquement nous de l'autre côté du Congo, certainement nous serions aussi affectés. Effectivement, il y a eu des attaques de l'autre côté, mais bon, il y a des histoires qui se disent par-ci par-là tout autour de ça. Mais pour ça, j'aimerais bien voulu que le service de sécurité lui-même puisse se prononcer là-dessus. À ce qui nous concerne, de l'autre côté, il y a un peu d'accalmie. La population est encore là, mais alertée bien sûr. Et c'est ce qui nous intéresse. Jauger un peu l'état d'esprit de la population, comment ça se passe, est-ce qu'il n'y a pas des infiltrés, tout ça maintenant, ça c'est le service de sécurité qui s'en occupe. Mais c'est ça ce qui s'est passé, mais ce n'est pas exactement vers chez nous. Mais nous devons être vigilants et alertés. Voilà. Je ne sais pas si le service de sécurité travaille comme il se doit, mais nous avons confiance à notre armée, nous avons confiance, disons, je dirais, à la machine sécuritaire de la RDC. Voilà, un dernier message pour terminer à la population de l'Ituri en général et particulièrement à celle de Magui. Oui, non, bon. La province est à guerre, comme je venais de vous le dire. Il n'y a pas le dernier mot qui est celui de la paix. Nous devons cultiver la paix. Je viens de fustiger seulement la façon de le faire. Mais nous saluons les initiatives aussi de la province de l'Ituri. Nous saluons les initiatives de la MONUSCO. Mais ils doivent savoir qui sont ceux-là qui peuvent aussi représenter la population. Le gouverneur, il vient dans ma circonscription électorale, mais moi je connais mieux ma population que lui, même si c'est lui qui les gère. La MONUSCO, c'est une machine internationale qui peut nous aider à faciliter. En aucun jour, la MONUSCO peut venir nous réunir et puis amener à ce que les deux enfants qui se battent se mettent à paix. Non. La MONUSCO, est-ce qu'il connaît la langue que moi, je peux utiliser? Moi, je vais parler la langue maternelle. Avec celui qui voit la MONUSCO, il voit une race blanche, il va se replier. Il ne dira pas ce qu'il voulait dire. Donc, on doit avoir une façon, l'approche communautaire. Moi, j'ai fait la santé publique. L'approche communautaire nous oblige à avoir certaines méthodologies, en dehors des méthodes, pour qu'on arrive à atteindre le vrai problème de la population. C'est ce que je venais de vous le dire. Je ne sais pas ce qu'ils ont à discuter. Tant qu'ils n'ont pas touché les vraies racines des petits problèmes qui blessent, des petits problèmes qu'il faut que nos frères continuent à s'entretuer, ça sera un cercle vicieux. On ne va pas atteindre tout ce que nous cherchons comme la paix. Voilà. Samy Adoubango, député national élu de Magui, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Non, c'est à moi de vous remercier. D'ailleurs, moi, je vais sensibiliser mes collègues députés de passer sur votre plateau et surtout les titulaires de votre émission m'intéressent. Voilà. Donc, la vérité est bonne à dire, mais en politique, c'est le contraire. Voilà. Merci beaucoup. Estimez-vous que le député national Samy Adoubango a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Si oui, faites-le nous savoir. Sinon, faites-le nous savoir également. Nous lui ferons parvenir vos réactions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.